Bonjour, vous écoutez le podcast Maintenant je vais pour en finir avec les Ah si j'avais et oser une vie professionnelle qui vous ressemble. Je suis Anaïk, j'ai créé AH Accompagnement en 2018 après 15 ans en marketing et un début de vie professionnelle en histoire de l'art, donc plusieurs déjà reconversions et plusieurs vies professionnelles. Je suis là pour vous accompagner donc à oser trouver ou retrouver du plaisir au travail, pour se dire que c'est pas toujours une reconversion 180 degrés, que c'est pas toujours tout plaqué, que ça peut être parfois des petits, des grands ou des moyens ajustements, et que ce qui compte c'est d'aller comprendre justement ce qui va faire que maintenant vous allez oser bouger avec dans chacun de ces podcasts des pistes d'action, que ce soit des podcasts où j'interviens seule ou des podcasts de parcours de reconversion. C'est parti, maintenant vous allez. On va se parler tout au long de cet épisode de situations de travail qui sont plus ou moins compliquées et je voudrais poser un cadre avant que vous écoutiez la suite. Nous pouvons l'aborder avec parfois de l'humour, voire de la légèreté, avec des phrases qu'on peut apprendre à dire, mais je voudrais, avant que vous écoutiez cet épisode, poser un cadre. Il s'agit évidemment à aucun moment de dire « Ah, tu aurais dû répondre ceci, tu aurais pu faire cela, t'avais qu'à te défendre, etc. » Il s'agit juste de se dire, étant donné que il y a plein de cas où on va subir soit du harcèlement scolaire, soit des gros lourds au travail, soit du harcèlement au travail d'ailleurs, et que ce n'est jamais de la faute de la personne qui est harcelée, la méthode ne va absolument pas nier les rapports de pouvoir, les violences, les injustices. Le sujet est de se dire, ça marche assez mal de toujours retirer un harceleur parce qu'il peut y en avoir un autre. C'est pas toujours possible dans le cadre du travail. Et donc, puisque ça existe et puisque ce n'est pas acceptable, comment on fait pour que on vous redonne du pouvoir, que vous restiez pas coincé dans cette position et que vous ne la subissiez pas? On va pas chercher à rééduquer le harceleur en lui disant que c'est pas gentil, puisque souvent il le sait et c'est pour ça même qu'il le fait. On va chercher à travailler dans l'interaction pour vous redonner du pouvoir et on va chercher à vous donner, donc ça s'appelle muscletar et vous le verrez, à vous aider vous à mieux vivre tout ça. Évidemment que certaines des situations aussi dont on va parler relèvent vraiment du harcèlement et que dans ce sens légal du terme, l'entreprise devrait vous protéger. Nous en avions parlé avec Gwendoline dans le podcast sur qui est avocate sur le harcèlement scolaire, sur le harcèlement au travail, et vous pouvez aussi aller le travailler d'un point de vue juridique. Ça peut se faire en même temps. En plus, le but est aussi de vous aider à repartir la tête haute de tout ça. Mais en tout cas, je vous mettrai aussi le lien sur la partie plus juridique. Ne vous dites pas que le but est de se dire on va pas aller dans le juridique, etc. Le but est aussi d'avoir du coup des clés derrière pour agir et pour ressortir de tout ça avec parfois plus de légèreté et d'humour pour faire cesser les choses et pour aussi amener parfois vos collègues à être derrière vous ou être vous-même la personne qui ose faire cesser les choses. Voilà pour le cadre. Je vous laisse découvrir cet épisode avec Michel, épisode pour lequel j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'effectivement, on peut mettre un petit peu de légèreté derrière toutes ces situations qui ne le sont pas toujours. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans le podcast et d'accepter de nous donner des clés de répartie pour tous les salariés qui parfois se sentent un peu démunis face à ce qui peut se passer dans la vie professionnelle. Je vais commencer par te laisser te présenter et nous raconter déjà quel est ton métier d'aujourd'hui avant de nous raconter comment tu es arrivé sur ce métier, de nous dire comment tu l'appelles et ce que tu fais derrière. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comment j'appelle mon métier? J'appelle ça coach en répartie. Ce que je fais aujourd'hui, c'est des ateliers et des formations pour aider les personnes à réagir face aux microagressions, aux situations qui les saoulent au travail. Et donc, ça prend la forme d'une sorte de camp d'entraînement, je dirais, à la répartie, où on se prend plein de situations. Alors, au fil du temps, moi, ça fait 2 ans que je récolte des situations, donc j'en suis à 400 situations rassemblées. Donc, soit je donne mes situations, soit je donne soit
au travail sur les situations vécues, passées ou présentes des participants-participantes. Et je trouve que c'est super généralement pour opérer une sorte de guérison, je dirais, pour certaines personnes, de reprendre le pouvoir sur cette situation où on s'est senti rabaissé. Super. Est-ce que tu peux, du coup, alors moi, je fais plein de podcasts de reconversion, donc c'est pas un podcast classique de reconversion, mais c'est quand même pas ton métier de départ. Tu t'es pas dit à 20 ans, tiens, je vais faire ça comme métier tout de suite. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et ce qui t'a emmené à avoir envie de... En effet, non, la CPE m'avait pas dit qu'on pouvait être coach en répartie, donc j'étais pas partie Ça là-dessus à fait la partie des base. choses où je dis, ne pense pas métier, pense ce que tu peux faire. Je suis pas sûre que ça existe dans les listes de métiers, code Rome, APEC, là. Pas sûr. En tout cas, moi, j'ai commencé en consultante en organisation. Je travaillais sur les transformations d'entreprise, sur le fait de bosser de manière plus efficace. Donc pendant longtemps, moi, j'ai travaillé plutôt sur des audits, des diagnostics de processus, d'organisation. Et j'ai de fil en aiguille découvert le lean management. Et donc moi, j'étais une brute, une brute de l'amélioration continue. Et moi, mon but dans la vie, c'est que tout aille plus vite, hein, et que ça soit super efficace. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je broyais les gens en faisant ça, et qu'il y avait des petits cœurs derrière ces processus, et que les outils que j'avais appris jusque-là n'étaient pas très aidant pour travailler avec ces petits cœurs. Et donc, j'ai découvert aussi d'autres choses comme l'agilité qui m'a apporté un peu plus d'alignement entre mes valeurs et ce que je faisais, et qui était autour de remettre l'humain au centre dans comment est-ce qu'on travaille ensemble, avec évidemment toujours une petite notion d'efficacité, mais quand même une notion aussi de bien-être au travail. Et à travers toutes ces années que j'ai traversées en tant que jeune femme, puis femme moins jeune, j'ai rencontré des situations malaisantes, sur lesquelles je ne mettais pas de mots. Juste, j'étais mal à l'aise, et je me sentais souvent coupable. Je me disais: «C'est de ma faute s'il m'arrive toutes ces choses-là». Donc il m'est arrivé un véritable bingo de situations sexistes, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, enfin bref, je coche toutes les cases qui existent dans le violentomètre des situations au travail. Et à l'époque, je le savais pas, je l'avais pas conscientisé. Et c'est que très récemment, quand j'ai commencé à creuser le sujet, en fait, ça m'est tombé dessus il y a 2 ans, où j'ai repensé ces situations, et je me suis dit: «Mais comment est-ce que j'aurais pu faire différemment si je voyageais dans le passé?» Puis je me suis dit que Retour vers le futur, ça marchait pas, donc je pouvais pas retourner vers le passé. Et j'en ai quand même parlé autour de moi, et à des femmes surtout. Et je me suis rendu compte que toutes les femmes à qui je parlais avaient au moins une situation qui leur revenait limite trauma, en disant: «Oui, à 8 ans, on m'a dit ça, j'ai pas su comment répondre». Et je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire pour les outiller et les aider. Donc j'ai commencé par l'axe du sexisme, en me disant: «Bah tiens, comment est-ce qu'on va aider les personnes à réagir face aux situations sexistes?» Et des femmes que j'ai rencontrées m'ont dit: «Oui, mais moi, ce que je rencontre, c'est plutôt du racisme, c'est plutôt de l'homophobie, c'est plutôt de l'agisme». Et donc j'ai découvert une tonne de ismes. Et donc j'ai commencé à regarder comment est-ce qu'on agissait face au isme. Et maintenant, au bout de 2 ans, je rencontre des hommes qui me disent: «Non, non, mais Michel, tu parles de mansplaining, manterrupting, tout ce que tu veux, mais il y a aussi des hommes qui se font interrompre, il y a aussi des hommes qui ne peuvent pas remplacer une réunion». Et donc j'explore finalement toutes les situations où on nous fait, on nous fait chier au travail, quoi. Et comment est-ce qu'on sort du fait de encaisser, ruminer, ne rien dire et se sentir un peu plus mal jour après jour. C'est vrai qu'on s'en était parlé, moi, quand donc je t'ai découverte sur les réseaux, parce que parfois les réseaux, ça a quand même aussi du bon. Mon idée de départ, elle est de se dire que quand moi, les gens viennent me voir, ils ont envie de changer des choses au travail, etc., de trouver un nouveau projet professionnel. Mais derrière, d'en trouver un nouveau projet professionnel, je te le disais aussi en préparation, il y a des fois, on va se dire: «Oui, mais si je suis ailleurs, mais que j'ai toujours des problèmes relationnels ou que je re-rencontre ce genre de situation», Mmh. la phrase qui pouvait revenir, donc c'est des cons, il y en aura partout. Donc comment je vais me préparer à vivre tout ça? Comment je peux revivre ces situations-là? Et donc c'est ça qui m'intéressait aussi derrière. Quand j'en ai parlé aux personnes que j'accompagne là en préparant le podcast, je leur ai dit voilà ce que je prépare comme podcast. Ce serait quoi les phrases que tu aurais aimé où est-ce que dans quelle situation tu aurais aimé avoir la répartie dans le passé? Mmh. Quand même, les situations les plus fortes qui sont arrivées, là, les phrases qu'on m'a pu me donner, c'est des phrases de sexisme.
alors que c'était pas forcément que ça que j'avais en tête, moi non plus. Des phrases sur des choses sur est-ce que ton mari est d'accord sur une prise de poste, une autre où sur une prise de poste où elle allait sur elle montait en grade, on lui a dit bon bah du coup là tu vas pas refaire un enfant tout de suite. Des choses comme ça où on est quand même, c'est beaucoup plus des femmes là qui ont pu me dire des choses comme ça, et donc de se dire sur le moment ça et on ne sait pas quoi répondre, et c'est sur ça aussi où parfois ça va commencer, et après bah il peut y avoir des choses qui sont plus graves et gênantes que ça quoi. Mais la notion de sexisme elle revient quand même assez souvent effectivement derrière ces petites phrases qui tuent, puis après il peut y avoir des choses qui sont plus graves derrière ça. Donc toi, la naissance de ça, elle est venue comme ça. Comment tu t'es formée derrière, et sur quoi tu t'es appuyée pour aller te dire bon, ça nous fait chier, on va arrêter que ça nous fasse chier et on va pouvoir reprendre la main sur tout ça? Alors en fait, c'était un peu le chemin à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis formée depuis, 2020 à quelque chose qui s'appelle l'approche, systémique et stratégique de Palo Alto, et donc j'ai suivi la formation, plein de modules de formation pendant 5 ans, de 2020 à 2025 là, cette année. C'est la dernière fois que j'ai fait un module, hein, je pense que je vais continuer encore, mais en tout cas, voilà, ça fait 5 ans, et j'ai suivi toutes ces formations qui sont, à la base plutôt destinées à des thérapeutes pour des sujets psy parfois un petit peu douloureux, et qui peuvent aussi permettre, moi, ce qui m'a permis de devenir, coach. Et en fait, longtemps, je me suis dit, j'ai fait toute cette formation de dingue, bon, qui m'a coûté aussi un bras, par la même occasion, qui m'a aidé à progressivement changer ma vision, des choses, du monde du travail, de la famille, du couple, de tout ce que tu veux, enfin bref, des relations en général. Mais j'ai pas, j'en ai rien fait en fait dans ma vie pro. C'est-à-dire que moi, jusque là, je faisais j'étais plutôt axée sur des formations, accompagnement, management ou gestion de projet, enfin mieux travailler ensemble, hein, ce qui reste cohérent avec la répartie. Mais je me suis dit, j'ai quand même fait 5 ans de formation et je n'utilise rien dans mon quotidien professionnel, enfin rien ou très peu. En fait, je sensibilise un tout petit peu, notamment dans la conduite du changement. On peut utiliser des outils systémiques, mais en management un tout petit peu. Mais vraiment, c'était faible, on va dire, par rapport à tout ce que j'avais pu apprendre, et donc ça m'a percuté. Justement, quand j'ai repensé il y a 2 ans à la situation de sexisme, en fait, je suis aussi le travail d'Emmanuel Piquet, qui est, thérapeute systémique, formé également à l'Institut Gregory Bateson, mais il y a un paquet d'années, 15 ans avant moi, et qui a monté son cabinet qui s'appelle, Chagrin scolaire et à 180°. Elle travaille sur le harcèlement, enfin sur énormément de sujets, mais notamment le harcèlement scolaire, et je trouve son approche extrêmement inspirante, directement en lien avec l'approche, enfin, elle applique l'approche systémique à ces cas-là. Et en fait, ça m'a percuté, je sais pas comment, de me dire ce qu'elle fait avec le harcèlement scolaire, où elle se dit, je me mets à contre-courant de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire habituellement, on fait des sessions, enfin, et encore beaucoup aujourd'hui, on fait des sessions pour les harceleurs, entre guillemets, et harceleuses, et on leur dit, c'est pas très très gentil d'être méchant. Euh, ce qui, euh, ce qui a une efficacité modérée, puisqu'on ne voit pas forcément les courbes s'effondrer sur le harcèlement, c'est plutôt le contraire. Par contre, on a peu d'attention à l'élève harcelé pour l'équiper à réagir par lui-même. On a tout un dispositif où on se dit c'est les adultes qui vont gérer le truc, et finalement assez peu au niveau de l'enfant. Et du coup, Emmanuel Piquet, elle a un positionnement qui est différent, qui est que elle accompagne dans son cabinet les enfants harcelés, les enfants qui souffrent, et elle va les aider à trouver ce qu'elle appelle une flèche, et à s'entraîner à dire cette flèche, alors s'entraîner avec elle, s'entraîner en famille devant le miroir, jusqu'au jour où ils sont prêts à dégainer la flèche dans la cour de récré. Et ce qu'elle raconte, c'est que leur plus grande tristesse, c'est que quand ils reviennent la deuxième fois en cabinet, et ben ils disent j'ai même pas pu le dire. J'ai même pas pu le dire parce qu'en fait, ça a transformé aussi leur manière d'être des enfants. La posture, exactement. Enfin, de manière inconsciente. C'est-à-dire, ils se sont pas dit, je vais changer de posture. Enfin bref, c'est quand même pas Oui, facile. Enfin, je crois pas. En tout cas, c'est pas ce que j'ai compris de ce qu'elle raconte. Ce qui s'est passé, enfin, en tout cas, l'interprétation qu'elle en fait et que j'en fais également, c'est que ils étaient dans une situation d'évitement, et du coup, ils se mettaient dans un coin. Enfin, j'évite un peu la récré, je me mets dans un coin, je me cache, j'espère que personne va me voir, j'appréhende de ouf la remarque qu'on va se foutre de ma gueule, et quand elle arrive, je suis en train de me cacher, et là, j'ai travaillé avec Emmanuel Piquet sur la phrase qui tue. À la limite, je la trouve même un peu rigolote, la phrase qui tue, donc je suis prête à la dire. Je me suis entraînée avec mes parents, et puis là, du coup, je suis en mode viens, viens. viens, allez, viens, viens avec ta blague à la con, je suis prêt, je suis prête. Et
Et du coup, c'est pas pareil parce que Mmh. quand je cherche finalement, en tant qu'harceleuse ou harceleur, la proie facile, bah, tout d'un coup, c'est une proie qui a l'air un peu plus dangereuse, et donc bah, peut-être que je vais pas sortir la vanne, peut-être que oui, mais du coup, je vais me prendre le retour. Et donc je me suis dit, je trouvais ça super, intéressant ce qu'elle faisait. Je me suis dit: «Comment est-ce qu'on peut, transposer ce truc dans le milieu du travail où il y a, un nombre de souffrances, abominables?» Notamment en lien avec les relations de travail avec les collègues ou avec le manager. Et donc c'est là qu'est né, Mousquetaires Répartis, où je me suis dit, où du coup j'ai utilisé après coup des outils auxquels j'avais été formée. Voilà, c'est pas ensuite que je me suis formée et du coup j'ai commencé aussi à aller chercher un peu partout, des ressources sur la répartie. Alors j'ai pu, aussi on m'a pas mal parlé, et j'ai découvert ça un peu plus tard, le travail de Geneviève Small sur, Tac à Tac, Tac à Tac à la récré et puis Tac à Tac pour les grands, qui sont des jeux pour, s'entraîner à la répartie et qu'on m'a, enfin et que je enfin que j'ai pas chez moi, mais que je conseille parce qu'on m'en a tellement dit du bien que je conseille pour, les enfants qui auraient des problèmes, dans à la récré, de harcèlement, scolaire, pour s'entraîner à réagir et c'est exactement l'idée de préparer ses flèches, de savoir quoi dire. Je sais qu'Emmanuel Piquet, en a aussi sorti un, donc j'ai oublié le nom, qui il y a quelques jours, semaines Oui, là, oui, oui, sur les ouais. et Oui, dans le même quand, esprit. quand je t'ai contacté, donc en trouvant que c'était intéressant, etc. Donc je savais pas que qu'effectivement qu'il y avait une approche qui était proche de ce que fait Emmanuel Piquet, que je suis aussi depuis des années. Donc je suis une grande fan en ayant lu plein de choses, en ayant d'ailleurs travaillé avec certains thérapeutes de chagrin scolaire. Et ça fait partie des formations qui sont dans ma très longue liste de formations que j'ai envie de faire. Moi, en ayant été à l'étranger, les formations étant souvent à Lyon, etc., ça me paraissait un peu compliqué. Mais avec cette idée de ce que tu as derrière, c'est-à-dire de dire, tiens, comment je pourrais mettre ça dans le monde du travail pour aider les gens. Du coup, tu le fais maintenant, donc d'où mon approche d'avoir envie de discuter en disant, bah oui, mais en fait, il y a plein d'outils où c'est que dans la relation et que dans ce travail de se faire à 180 degrés, quoi. Je veux dire, si je le fais pas autrement, et effectivement, des harceleurs, il y en aura partout, et des gens avec lesquels en relation ça va pas bien se passer, parce que, enfin, la manière dont tu te comportes, plein de choses, ça va se repasser de la même façon. Et si tu l'as pas bien travaillé, bah, tu vas changer de boîte, mais ça va être pareil ailleurs, quoi. Et tu vas reproduire les mêmes choses, ou pas toujours, hein. Mais c'est vrai que cet intérêt-là de se dire, apprends-toi à changer les choses, et enfin vraiment me semble essentiel, et d'où notre discussion. Mais j'ai trouvé ça assez marrant quand tu m'as dit que ça venait aussi de cette réflexion-là de l'apporter. Mais j'avais pas en tête que tu avais d'abord fait la formation et que c'était ça qui t'avait amené derrière à faire tout ça, quoi. Aujourd'hui, les profils que tu accompagnes, tu m'avais dit c'était à la fois en entreprise et des personnes en particulier. Dans les profils, ce que tu rencontres, c'est ce que tu disais, tu peux avoir des gens, c'est du sexisme, des gens, il y a un peu tout comme situation. Il y a des gens, c'est plutôt du burn-out, du harcèlement. Enfin, tu as un peu toute la palette de la joie du travail, de ce qu'on peut vivre au travail. Ouais, bah, je sais pas si j'ai déjà tout vécu parce que l'accompagnement a 1 an, mais j'ai déjà, c'est déjà suffisant pour moi parce que franchement, c'est aussi pas facile, enfin pas facile. Du coup, j'imagine même pas ce que c'est la vie d'être thérapeute, à chagrin scolaire, par exemple, parce que genre on entend qu'il y a que des gens qui sont en souffrance, en fait, qui échangent, avec nous. L'avantage de Mousquetaires Répartis, c'est qu'on le fait dans la bonne humeur, en se marrant, donc ça équilibre le fait de partager des situations quand même lourdes. Donc moi, les profils que j'accompagne, donc tu l'as dit, soit c'est en entreprise, soit c'est, des particuliers qui viennent à moi. Quand c'est en entreprise, enfin même, avec le bootcamp pour les particuliers, c'est vraiment large en fait. Donc j'ai eu, des DRH, bah, qui venaient aussi pour voir si c'était intéressant pour leur entreprise. J'ai eu, bah, dirigeants, j'ai eu, hôtesse de l'air, j'ai eu assistante de direction, en ce moment, j'accompagne des hôtes et hôtesses de caisse d'un grand, supermarché. J'ai eu, des thérapeutes pour dans l'idée que ça pourrait les aider comme un outil supplémentaire, et apparemment ça les aide, pour accompagner leurs propres clients. C'est-à-dire d'avoir encore plus d'idées pour accompagner leurs propres clients, qui souffrent, voilà, en rebond, quoi. Donc eux souffraient pas forcément, mais en rebond, ils voient de la souffrance, en masse. Au démarrage, ma communication était très orientée, femme, donc ça s'explique. Maintenant, je l'oriente un peu moins femme, notamment en n'utilisant pas le mot de sexisme parce que j'ai remarqué, que le fait d'orienter ma communication sur les femmes
pouvait avoir un effet aversif aussi sur les femmes. Et d'utiliser le mot de sexisme pouvait avoir un effet aversif aussi sur les femmes. Aussi parce que ça leur donnait l'impression que je traitais des situations qui pour elles étaient isolées, qui concernent les autres femmes et pas elles, qui ne vivent pas de sexisme. En réalité, quand elles me partagent leur situation, on pourrait facilement les étiqueter de sexisme, mais on va pas forcément, on n'a pas forcément besoin de les étiqueter pour les traiter. Mais il y a beaucoup de situations qu'on vit en entreprise qui relèvent du sexisme, tout simplement parce que le sexisme, c'est le fait de considérer que les femmes sont moins bien que les hommes et du coup de les traiter différemment en dénigrant leurs idées, en dénigrant leurs compétences, en se moquant d'elles, voilà. Et donc même si parfois on me dit oh il s'est moqué de moi mais je pense pas que ce soit du sexisme, est-ce qu'il l'aurait fait avec Georges qui fait 1m80 et qui ressemble à un frigo? Bon bah s'il le fait pas avec Georges, c'est du sexisme en fait, Ah non, non, simplement. mais c'est clair. Quand tu dis, par exemple, avec des hôtesses d'accueil, etc., c'est vraiment là plutôt pour ouais, les micro-agressions, mais clients. Alors oui, aujourd'hui, j'ai un accompagnement auprès d'un centre commercial pour les incivilités clients. Hmm. Mm. Ouais, là, on est encore sur ouais, d'autres situations, mais ouais, où tu viens vivre du quotidien qui peut être pas que tes collègues, mais aussi ouais, les agressions, etc., au quotidien. Oui, oui, et j'ai également traité ça avec une société de conseil, où là, pour le coup, c'était que les femmes de société de conseil, pour lesquelles on parlait de micro-agressions, mais qui en fait m'ont évoqué beaucoup de choses qui avaient lieu plutôt chez les clients. Alors là, on n'est pas sur le même type de client, on est sur des clients B2B, plutôt cadres, sup, dirigeants, mais qui se permettent beaucoup de choses avec les jeunes femmes des cabinets de conseil. Voilà, de effectivement les sexualiser en réunion ou voilà ou de les rabaisser. Ouais, où tu peux avoir beaucoup de situations derrière. On se disait en préparant le rendez-vous, donc en fait, ce qu'il peut y avoir face à tout ça, c'est que tu peux alterner quand tu es face à une situation, donc dans ces petites phrases de, quand je donnais tout à l'heure, est-ce que ton mari est d'accord? Donc, est-ce que ton mari est au courant? Est-ce que ton mari est d'accord? Est-ce que ton mari sait? Qu'en rigolant dans le groupe, on se disait, tu peux dire, est-ce que toi, ta femme, elle sait, Mmh. 3 petits points, que t'es con ou que tu penses des choses comme ça. Tu dis pas la fin de la phrase. Tu dis, est-ce que Oui, ta voilà. femme sait? Je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Est-ce qu'elle est d'accord? Mmh. Mais en fait, il peut y avoir ces moments, mais justement, on peut être toujours à la limite entre eux. Soit, bah, dans ces cas-là, les personnes avec lesquelles on échangeait, en fait, on disait juste, on est là entre une espèce de sidération de, ah, mais vraiment, il a dit ça. Il y a la colère qui va monter, il y a le truc où on se le ravale là pendant 4 jours de non mais Mmh. j'aurais pu dire ça, mais pourquoi il a dit ça, mais comment il s'est permis, personne n'a rien dit, etc. Donc il y a un mélange de ça. Et puis il y a la fois où ce qui est aussi le moment où tu vas plus le travailler, quand ça s'accumule et que bah, quand ça va être la fois de trop quoi. Et donc dans la fois de trop où tu vas le lâcher un peu en colère et que c'est pas vraiment l'idée que tu avais. Mmh. Donc comment tu vas aller le gérer? Moi c'est ce que les personnes me disent le plus, c'est en fait au bout d'un moment comment je vais réussir à le dire sans que ça soit dans l'émotivité, dans la colère. Alors pour le coup là, surtout quand t'es une femme, parce que dans l'émotivité, bah tu vas tout de suite être ah bah ça y est, elle pleure, c'est une fille, ou elle est en colère, Elle a elle ses est règles. timide. Voilà. Donc on va être là-dessus. Et en fait c'est ce entre-deux qui est toujours un peu compliqué. Et Mmh. c'est en ça que moi j'aime aussi beaucoup la méthode Palo Alto. Je disais en préparant qu'il y a des gens moi qui me disaient qu'ils essayaient la CNV. Je suis pas hyper fan de ça parce que je trouve ça trop figé et que souvent, surtout sur le moment, c'est tellement pas naturel, etc. Alors, c'est pas que ça soit toujours plus naturel quand on a travaillé sa flèche et qu'on est au taquet de se dire alors toi, t'es pas prêt à ce que tu vas te prendre. Mais c'est un côté aussi un peu plus fun quoi que dans la CNV. Mmh. Ton ton avis, ta pratique là-dessus, est-ce que tu t'es dit d'ailleurs que est-ce que t'es formée? Je sais même pas. Euh, Exactement. Alors, du coup, ma réponse va être très longue parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Donc, tu me couperas. Donc, alors, la CNV, moi, c'est le premier truc auquel je me suis formée. En fait, j'ai eu une relation avec une manager qui s'est très mal passée et on m'a beaucoup parlé de CNV à ce moment-là. Et donc, pour rigoler, je leur ai dit à mon pot de départ, offrez-moi les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, là, ou des portes-fenêtres, je sais plus trop. Mais et donc, de Marshall Rosenberg. Donc, ça a été l'occasion de le lire. Comme je suis pas très douée, j'ai rien compris et donc je me suis inscrite à une formation au module 1 de que propose
l'association CNVC ou quelque chose comme ça officielle, on va dire, en France. J'ai suivi ça aussi en préparation de l'arrivée de mon premier enfant, parce que je m'étais dit que je voulais être une bonne mère. Bon, après, je sais que c'était pas possible maintenant, mais donc j'ai fait de mon mieux. Et ensuite, ça m'a intéressée. J'ai fait le deuxième. J'ai fait tous les modules de base, je sais plus comment ils s'appellent. Et après, j'ai fait les modules complémentaires. Donc, j'ai à peu près, enfin, une dizaine de jours de formation de CNV. Ça a été la première chose qui m'a fait rentrer dans les questions de la relation et de l'écoute de l'autre. Donc j'ai beaucoup de gratitude du fait d'avoir appris ces choses-là, parce que ça m'a aidé. Ensuite, j'ai découvert la médiation et l'approche systémique qui arrivait plus tard. Et c'est vrai que quand j'ai découvert l'approche systémique, en tout cas là où j'ai été formée, ils détestent la CNV, mais complet, et je les comprends parce qu'en fait ils reçoivent en cabinet des gens qui sont coincés dans ce qu'on appelle en systémique des tentatives de solution. Donc des tentatives de solution, c'est des choses qu'on fait en réponse à ce qui nous arrive, mais qui sont pas efficients. Et donc c'est des tentatives de solution parce que manifestement ça ne marche pas. Et donc leur tentative de solution aux gens qui arrivent parfois en cabinet, c'est: j'ai pourtant bien essayé de lui dire observation, sentiment, besoin, demande, et ça n'a fucking pas marché. Et je comprends pas, parce que ça devrait être la magie, la CNV. Et souvent, c'est parce que les gens le font de manière maladroite, ou parce qu'ils pensent que la CNV c'est de la magie, parce qu'il n'y a pas la bonne intention derrière, et parce que aussi parfois, alors pour le coup en répartie, très souvent ça marche pas. Enfin, en répartie, moi ce que je propose, c'est 8 stratégies de réponse, et parmi elles, il y a la CNV, mais c'est à utiliser avec modération. C'est-à-dire, enfin, la CNV, il y a juste dire ce que tu ressens, hein. C'est pas la CNV, c'est juste parfois, parce que parfois il y a des gens qui me disent: écoute Michel, il a dit ça, moi ça m'a choqué, et du coup maintenant je suis mal à l'aise, et en fait ce qui me gêne, c'est que ça fait 3 jours et je sais pas comment lui dire. Et du coup moi je lui dis: mais pourquoi tu lui dis pas ce que tu viens de me dire? C'est-à-dire que tu vas le voir, tu lui dis: écoute Jean-Claude, quand tu as dit ça en réunion, moi ça m'a choqué, et du coup maintenant je suis mal à l'aise en repensant à ça. Beaucoup de gens tiennent à la relation de travail avec nous, sont de bonne composition, et Jean-Claude va peut-être dire: ah, je suis désolée que tu aies pu penser ça, parce que c'est pas ce que je voulais dire, et que le lien soit refait, et parfois ça suffit, et c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Parfois, Jean-Claude n'est pas de ce type-là. C'est là qu'on peut faire explorer d'autres stratégies de réponse et de répartie, parce que comme dans le harcèlement scolaire, enfin comme dans le harcèlement scolaire, c'est la logique, c'est-à-dire que si un harceleur te dit je sais pas, j'aime pas ton pull là, et qui va te dire tous les jours comme ça, il va te moquer sur tes fringues, et que tu lui dis: alors quand tu me dis quand tu me dis oui, exactement, ce que je ressens dans mon petit cœur, c'est que et mon besoin de reconnaissance et de lien avec toi, donc j'ai plus vraiment l'élan de donc là tu vas te prendre un mur, donc je te recommande pas. L'harceleur il va se dire wesh, c'est pas top. Ce que je ressens, c'est que j'ai envie de me foutre de ta gueule. C'est vrai, ce que je ressens, c'est que j'en ai rien à foutre, et que je vais me foutre de ta gueule puissance 2, parce que maintenant je peux me dire haha, elle parle en robot et tout. Donc ça va pas marcher. Enfin, dans la cour de récré, comme avec Jean-Claude, hein, ça ne va pas marcher avec certaines personnes. Voilà. Donc il y a des personnes où on voit un peu leur mode de fonctionnement. Il y a des gens qui font les blagues à la machine. Enfin, s'il y a encore des machines à café dans les entreprises, je suis plus très au courant, mais il y a des gens qui font des blagues un peu potaches. Je sais, j'en fais partie. Les gros relous. Je fais partie de cette équipe. À ma cliente qui me disait oui, mais j'ai envie de tenter la CNV, etc. Alors, je disais aussi ce que tu dis là, c'est-à-dire que dans ce qui peut m'agacer, je sais aussi qu'il y a une partie qui est les gens qui ont fait le demi-stage, ou qui ont lu le demi-livre, et qui te parlent comme ça. Et donc, qui te disent ce que je ressens quand tu dis que... moi, j'ai en moi ce que je ressens quand tu commences ta phrase comme ça, je crois que tu n'as pas envie de le savoir. Et peut-être tu le vois sur mon visage. Et en fait, c'est ce côté très figé du truc, tu vois. Mais effectivement, j'imagine bien. Alors, pour pas avoir... Mais moi, je ne suis qu'amour. Moi, je pense franchement que quelqu'un auquel tu tiens, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Alors moi, ça m'est arrivé alors, de décliner des vacances au ski auxquelles je m'étais engagée, parce que je déteste le ski, et je sais pas, sur une folie, j'avais dit ok, on ira au ski ensemble. J'avais décliné des vacances au ski comme ça en OSBD à une amie avec qui on avait une vraie amie, avec laquelle on avait un vrai lien et qui tenait à ce lien.
Et j'avais beaucoup réfléchi à comment est-ce que j'allais me sortir de là, parce qu'en vrai, je veux pas y aller, et tout et tout. Donc, j'avais fait OSBD, mais OSBD, quoi. OSBD par texto. J'ai fait OSBD par texto. Et elle m'avait répondu, waouh, je viens d'être formée au desk en entreprise. Tu le fais super bien. Oui, mais Et elle m'avait dit, je comprends. Et il n'y avait pas eu de problème. Je comprends. Message si tu le reçu. fais bien, pas si tu. Enfin, je trouve Non, que. mais Moi, après, je si le fais tu pas me dis, toujours bien. attends, quand tu me dis ça, en fait, si tu le fais naturel, tu me dis, attends, quand tu me dis ça, moi, ce que je me dis, et ça m'arrive de faire ça, en couple, par exemple. Attends, quand tu m'as dit ça, ce que je me suis dit, c'est. Et je suis pas sûre que c'est ce que tu voulais dire, mais par contre, je suis archi blessée. Tu peux pas me dire ça. Ça, oui, bien sûr. Et je Bah trouve oui. que c'est. Bah oui. Mais en fait, c'est tout le truc des fois, tu vois, où la phrase est presque répétée. Et puis ça peut pas être. Et effectivement, il y en a qui vont me dire, bah super. Ouais. Oui, oui, et alors, il y en a qui vont dire bah super, et il y en a effectivement qui vont mal le formuler, du coup, qui vont dire c'est quoi ce truc robotique. Mais il y en a surtout, en fait, dans les micro-agressions, par exemple, moi j'entends le premier atelier que j'ai fait, il y a une femme qui était. Enfin, qui est toujours blonde sans doute, qui était blonde, et qui était une des seules femmes dans son entreprise, et qui me disait, en gros, tous les jours, à toutes les réunions, on me fait une blague sur les blondes. Et j'en peux plus, en fait. J'en peux plus. Mais comme c'est le chef qui le fait, les sous-chefs, les machins, qu'il y a que des mecs et qui font oh, 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 trop drôle, j'encaisse, mais j'en peux plus, en fait, de cette boîte, quoi. Donc elle m'avait sorti ça. Dans ce cas, faire c'est pas drôle ou ça me blesse quand tu dis ça, c'est plutôt alimenter le truc parce que eux ils ont un plaisir à faire ce truc manifestement vu que il se trouve encore drôle avec X après X itérations, c'est que sans doute qu'il y a un plaisir qui existe encore. Il y a un plaisir parce que bah ouais ça rassemble les hommes, enfin en tout cas les gens qui rigolent. Je sais pas s'il y a des femmes aussi qui rigolent, les gens qui rigolent. Voilà, ça crée du lien entre eux, ça donne l'impression à celui qui fait la blague qu'il est absolument hilarant. Ça, voilà, chacun cherche un peu sa place et donc ça me permet d'obtenir ma place, d'être validé par le groupe. C'est génial, quoi. Donc ça va pas m'arrêter. Et puis parfois aussi, j'ai un certain plaisir à te voir t'énerver, ou j'ai un certain plaisir à voilà à me sentir au-dessus de toi. Et donc j'ai un certain plaisir à voir que quand je parle aux gens, il y a des gens qui sont comme ça parce que du coup je vois que ouais, moi j'en vois quoi. Et donc ça serait alimenter ce plaisir que de dire «Ah non, mais là, tu m'as fait mal». Mais j'adore te faire mal, en fait. Donc ouais. Mais voilà, objectif atteint. Alors c'est pas forcément conscient, hein, mais il y a un certain plaisir, et notamment il y a un podcast que j'avais relayé qui s'appelle J'ai harcelé, alors qui parle de harcèlement scolaire, et c'est dans la tête d'un harceleur. Et il y a un petit extrait du coup que j'avais republié sur LinkedIn que j'avais beaucoup aimé, qui était le gars qui disait c'était un peu sadique, mais effectivement ça me faisait du bien à la fois d'être validé par le groupe et tout, et ça me faisait du bien de l'avoir mal. Bah, c'est le truc où tu fais rire aux dépens, quoi. Et du coup, Exactement. content, parce que tu étais le centre de l'attention et ça, effectivement, si tu dis oui, ça me fait pas, moi, ça me fait pas tellement rire comme ça, quoi. Ça me fait un peu souffrir. C'est là que ça va pas génial. marcher. Mais c'est Donc, génial. ouais. Là, Et donc c'est pas forcément la bonne, mais ça veut pas dire qu'on peut rien faire. Ça peut dire qu'on peut rien faire, hein. On peut faire plein d'autres trucs très rigolos, du oui, coup. non, mais c'est Voilà. là que cette stratégie-là. Oui, voilà, c'est la limite de la CNV. C'est la limite de la CNV, mais par contre, la CNV, avec notamment la personne à qui j'ai dit que j'irais pas au ski, une autre fois, elle m'a dit, enfin, même pas forcément en CNV, en fait. Hein. Ça peut marcher, oui, effectivement, dans une relation proche, où effectivement l'autre il est dans un truc Oui, ou dans la compréhension. d'avancer ensemble. Dans des trucs où on est dans des conflits dont on se parle là, des micro-agressions, des choses comme ça. Dans les trucs répétés où il te fait la blague sur le pull, sur les lunettes, sur je sais pas quoi, sur le collier, ça va pas. Si tu dis ça va, c'est pas drôle, il va dire j'adore quand elle s'énerve. Ah ben en plus t'es susceptible. Ah bah Oui, c'est ça. ah ouais, t'as pas Ah d'humour. ouais, Bon, les c'est trucs, ça. Et du coup, ça comme ça. marche pas super l'approche CNV avec ces personnes-là, et ça marche. Et alors parfois on les connaît, on sait que ça va pas marcher avec eux, parfois on découvre que ça marche pas. Mais c'est aussi en apprenant, on découvre que ça marche pas, on fera autre chose après. Ou ça marche pas en public aussi.
ça marche pas forcément. Après, les temps changent, donc j'entends de plus en plus d'hommes qui me disent j'aimerais me positionner, notamment sur le sujet du sexisme, et qui savent que leur parole est entendue, plus que celle des femmes sur le sujet du sexisme, et qui du coup, si jamais je dis oh mais c'est même pas drôle la blague sur les blondes, il y a peut-être un chevalier blanc qu'on attend qui va y aller et qui va dire mais effectivement arrête avec ce truc, c'est pas drôle. Mais bien souvent, on n'a pas ce chevalier blanc, donc il faut se démerder tout seul. Ça me fait penser, après on prendra 1 ou 2 exemples pour montrer un peu, mais sur les choses qui pouvaient arriver aussi sur le côté avoir de la répartie ou parfois dire quelque chose. Ce qui revenait là dans les échanges que j'ai pu avoir, et ce qui revenait aussi dans la pratique, c'était parfois de se dire, il peut y avoir aussi plusieurs personnes qui relèvent là dans leur tête, ou quand on parle après la réunion, la phrase sexiste, le truc, tu vois, où putain, qu'est-ce qu'il est lourd, Michel, avec ses blagues sur les blondes, etc. Le truc en désaccord avec le chef. Je lisais l'autre jour même un exemple de tout le monde qui trouvait, alors je sais plus ce que c'était l'exemple, tout le monde qui trouvait qu'il fallait arrêter de renouveler les périodes d'essai de manière générale dans la boîte, etc. Tout le monde était d'accord, tout le monde s'en parlait un peu, et personne ne l'avait jamais dit au chef, et le chef le découvre en disant mais pourquoi vous ne l'avez jamais dit? Parce que ça a toujours été comme ça, et on pense que le chef, donc on laisse le chef cheffer, quoi. Et donc personne ne dit jamais rien, et il y a aussi un truc derrière ça qui est que de temps en temps, quand tu te chauffes un peu là parce que t'es pas d'accord, et que tout le monde t'a dit qu'ils étaient pas d'accord, et ça m'est déjà arrivé comme positionnement. Il n'y a plus personne derrière toi, c'est ça? Ouais, t'arrives, tu te retournes. Ils sont où? Tu fais, attends, il y avait tout le monde qui m'avait dit qu'ils étaient d'accord. Ils sont mes copains qui sont pas d'accord. Oui, alors on n'était pas d'accord, mais pas d'accord, moyennement pas d'accord, quoi. Il y a ça aussi qui est un peu dur des fois quand t'as envie, tu vois, de dire putain, mais il faut arrêter avec ces blagues, il faut arrêter avec ces trucs, ce comportement qui peut être sexiste, raciste, etc. Et de pas laisser passer. Bah ouais, des fois tu te retrouves un peu tout seul à pas laisser passer, quoi. Ou à te dire. Très souvent, ouais. Très souvent. Majoritairement, tu te retrouves seul. C'est assez rare. J'entends quelques hommes qui témoignent de ça, et c'est un de mes messages dans les ateliers en entreprise, c'est de dire, moi j'équipe les victimes, entre guillemets, des microagressions et les témoins. C'est-à-dire que pour un témoin, c'est beaucoup plus facile. T'as pas autant l'émotion que quand t'es victime de la blague ou de la remarque. Tu peux plus facilement dire, surtout si t'es un homme, tu peux plus facilement dire c'est pas drôle, parce que si t'es une femme, direct, c'est t'es rabat-joie, t'es hystérique, t'as pas d'humour. Tu prends tout genre en semi-automatique, quoi. Voilà, ça. Toutes les mêmes, quoi. Et donc, c'est plus simple en tant que témoin, mais il y avait une étude que j'avais vue, dont je te reciterai des chiffres approximatifs, mais en gros, sur 10 témoins qui voient une scène voilà, sexiste, discriminante, microagression en entreprise, il y en a 9 qui sont choqués, mais il y en a un qui parle. Donc, c'est en généralement pas celui que tu as dans ta salle. Généralement, il est pas venu à la réunion, celui-là. On a oublié de l'inviter, celui qui parle. Ouais. Et après, ce qui peut aider, c'est d'interpeller nominativement. Après, bon, tu peux te prendre un vent, mais c'est de dire, bah dis donc José, ça te choque pas ce qu'il vient de dire? Et du coup, ben, vu qu'en fait, on sait qu'il y en a quand même beaucoup qui sont choqués. Moi, récemment, il y a quelqu'un qui m'a raconté un truc hallucinant. C'est un harcèlement moral dont elle a fait l'objet. De manière répétée, enfin tous les jours, hein, plusieurs fois par jour, les personnes avec qui elle travaillait lui expliquaient que sa place était plutôt dans la cuisine que dans la tech avec eux, et dénigrer ses propositions, voilà, enfin, le package habituel. Et en fait, elle avait normalisé ça parce que il y avait des témoins et que personne n'a jamais montré le fait qu'ils étaient choqués. Et finalement, ça lui a, bah, évidemment, ça a touché à sa santé mentale. Elle s'est sentie moins bien. Elle a dû partir, enfin, en burn-out ou en arrêt. Et ensuite, quand elle a trouvé le courage d'en parler avec ses anciens collègues, tous lui ont dit, mais on était choqués. Ok. Bien, ouais. Qui était là, en fait? On était choqués. Mais alors, ouais, on le montrait comme ça. On le montrait pas, quoi. Le fameux. Et là, effectivement, que d'arriver à l'expliciter et à le dire. Alors, c'est là où on peut prendre les quelques exemples de qu'est-ce que tu peux faire quand ça t'arrive, alors tout seul ou devant du monde, pour arriver à muscler ta répartie, donc pour prendre ta phrase.
Mmh. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple pour se rendre compte? Alors, si on prend, moi, je t'ai partagé une des phrases où, qui m'a valu un petit moment de solitude en entreprise. Alors, j'étais en one-to-one à ce moment-là, mais j'ai eu d'autres moments où c'était avec des gens, où j'avais une manager qui m'avait dit il faut que tu arrêtes de trop chouchouter tes équipes, tu les laisses aller en clientèle, ils vont se vautrer comme des merdes et ils viendront te manger dans la main. Et comme ça, ils vont apprendre, parce que là, toi, tu as toujours envie de les faire grandir, de leur apprendre et tout, et c'est pas comme ça qu'on fait. Donc elle avait vu un espèce, tu me disais l'autre jour, elle avait dû lire dans mon regard le c'est effectivement ce qui s'est passé, donc elle avait vu dans mon regard le ah d'accord. Sauf que moi j'ai rien su dire et je n'ai rien dit, mais donc il s'est vu sur mon visage que ça n'allait pas. Et elle m'a dit, bon, parce qu'apparemment je cache très mal, je vois dans ton regard que tu penses que je suis conne. Bon, on avait des C'est pas faux. Tu lis très bien. oupsie. En fait, j'avais juste dit, bah, c'est pas comme ça que je ferais. Moi, je suis plutôt là pour les former, etc. Mais si tu me dis de faire ça, je vais faire ça. Mais je peux pas te dire, ah, bah, c'est brillant, c'est trop ça que j'aurais eu envie de faire. Bon, c'est peut-être cette dernière phrase qui m'avait pas Et après, je l'ai insulté. type Ah oui. subordination. Mais et du coup, tu me disais, ouais, j'aurais pu aller faire expliciter ou faire tirer ce que tu veux dire, c'est. Oui, alors je vais pas dire que c'est facile, hein, et d'ailleurs, je crois qu'on m'a dit un nombre incalculable de fois que j'étais insolente, donc je comprends très bien ta réaction. Mais si c'était à refaire, ce que je pourrais te conseiller, parce que de manière générale, quand je forme à la répartie, la plupart des gens sont plus, enfin, sont moins téméraires lorsqu'il s'agit d'échanger avec leur chef. Il y a énormément de peurs probablement extrêmement justifiées. De quand on échange avec notre chef, on a un peu moins de créativité que quand je leur dis la personne qui vous dit ce truc-là, c'est Roger, le gros relou de service. Donc, quand on est avec le chef, moi alors déjà, moi, ce qui m'était venu quand on avait échangé, c'était deux pistes. Une première piste, dans la répartie, une des stratégies douces qui existent, c'est de questionner. Et bon, on était très fort à l'école pour poser des questions. Donc, en fait, c'est questionner de manière ingénue, curieuse, pour essayer d'en comprendre plus. Effectivement, c'était pas vraiment la stratégie à laquelle tu avais pensé, manifestement. Mais essayer d'en comprendre plus sur sa vision du monde. Parce que parfois aussi, quand on ne questionne pas, on a peut-être interprété rapidement des choses et du coup prêter des intentions qui n'étaient pas les siennes. Voilà, enfin, peut-être pas du tout, mais peut-être que oui. Donc faut aller clarifier. Il faut aller clarifier. Et moi, ce que je fais beaucoup, aussi parce que la formation de coach, donc j'imagine que toi c'est un peu pareil, c'est que je reformule tout le temps. Je reformule tout le temps pour dire alors si j'ai bien compris, tu me dis ça. Et du coup, si j'ai bien compris, tu me dis donc là que donc les commerciaux, si je comprends bien, juniors, donc ils vont aller seuls au rendez-vous, donc ils ont pas d'expérience et du coup, ils vont aller, j'en sais rien, voir Michelin, notre grand compte, auquel on tient, énormément et donc là, ils vont être face à monsieur Duchemol, qui est un peu dur quand même et là, monsieur Duchemol, là, quand il va leur dire: «Ouais, fais-moi moins 50 là, du coup, ils sauront peut-être pas trop quoi faire et là, du coup, enfin, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on pourrait les aider?» Du coup, enfin, aller tirer le fil, ça veut pas dire, essayer de lui faire comprendre que son idée c'est tout pourri, parce que peut-être qu'on a mal compris son idée, mais c'est comment est-ce qu'on, enfin questionner pour dire allez, concrètement comment ça va se passer opérationnellement, parce que pour l'instant toi tu vois des risques, et sans lui dire ton idée elle est con ou effectivement j'aurais pas pensé ça, je vais pas te dire qu'elle est brillante. Alors concrètement qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que d'ailleurs on peut trouver un mi-chemin, parce que peut-être qu'elle va se dire ah bah oui c'est vrai, donc là ça veut dire qu'on risque quand même de perdre Michelin qui est notre client numéro un ou j'en sais rien. Et ce qui est important, en tout cas moi en général, la question que je me pose, c'est, quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai changé d'avis sur quelque chose d'important? Et j'arrive pas à m'en rappeler parce que souvent on a du mal à changer d'avis et en tout cas la dernière fois que j'ai changé d'avis, je sais pas pour toi, hem, c'était pas une fois où quelqu'un m'a dit: «Ton idée est conne Michel, et voilà mon idée est la bonne». Certainement pas. Certainement pas. Je ne sais pas pour toi, mais pour beaucoup de gens, la dernière fois qu'ils ont changé d'avis, c'est pas quand quelqu'un leur a montré la merde dans laquelle ils étaient, comme ça, en disant regarde,
tu as vraiment un raisonnement de chiotte et je vais te montrer mon raisonnement qui est impeccable. Ça n'a pas été comme ça. Moi, j'ai interviewé quelqu'un dans mon podcast Jason Jason Blog sur de l'association Opinion sur rue sur l'entretien épistémique et je trouvais intéressant leur approche. L'idée, lui aussi, il disait que il s'agissait de poser des questions pour faire la petite brèche dans ton esprit. Et en fait, lui, ce qu'il dit d'ailleurs, c'est que dès que la personne commence à avoir la petite brèche, tu te retires de la conversation, peut-être pour en reparler plus tard. Parce que ce qu'il faut, c'est que la personne, elle fasse le taf toute seule. Que la personne, elle fasse le taf toute seule de la graine qui germe, de se dire ah, c'est vrai qu'il y a un trou dans ma stratégie. Et donc, elle se convaincra plus vite, plus facilement. Enfin, en fait, finalement, on se convainc tout seul. Et donc, c'est plutôt arriver avec des questions qui font que tu vas arriver sur la zone grise qui fait que sa stratégie, elle est un peu bancale, éventuellement. Ou alors mieux la comprendre avec tes questions, qu'elle va dire ah non, c'est pas ce que je voulais dire, il y a une exception. Non, pour Michelin, évidemment, ils y vont pas tout seuls. Par contre, pour le client machin chose, bah oui, tu vas pas être derrière eux tout le temps. Et se dire ah d'accord. Et puis on va peut-être arriver à faire un mi-chemin où tu te dis bah ouais, pour 30% des clients, ils y vont tout seuls. Pour 30%, vous y allez à deux le premier rendez-vous. Pour 30%, tu y es tout le temps avec eux parce que le chiffre d'affaires en dépend, tu vois. Enfin, et on construit, tu vois. Enfin, c'est pas forcément un coup pour ces trucs-là qui est avec notre chef sur un point stratégique. C'est pas pareil que la remarque sur un peu courte ta jupe, tu vois. C'est où là on va être un peu plus du tac au tac. Des moments où la manière dont mais c'est aussi, c'est ce qu'on disait, c'est aussi quand tu induis les choses où tu vas montrer là, tu vois, où parfois c'est aussi tellement dit de manière cash comme ça là. Moi, tu vois, quand on me dit tu les laisses s'écrouler comme des merdes, en fait, moi la phrase est, par rapport à moi me fait tellement me dire ah ouf. Parce que tu vois, effectivement, si tu te dis alors attends, ce qu'on va faire, c'est que quand c'est des clients c'est des rendez-vous avec des juniors et tout, tu les laisses y aller. Bah, heureusement, parce que si tu fais tout en doublon, tu peux dire qu'effectivement, autant ne pas avoir d'équipe, en fait, tu fais tout toi-même. Quand les tout juniors, pendant un mois, tu fais avec, j'en sais rien, bon, on avait des stratégies quand même. Mais tu vois, en fait, il y a des phrases chocs où aussi tu réagis de manière épidermique toi-même, et j'en conviens aussi pour moi. Et effectivement, de se dire, ouais, c'est quoi les stratégies quand t'es hyper choqué, ou quand il y a des trucs où on me provoque, et là c'était aussi une relation managériale où j'étais tout le temps dans des phrases comme ça qui me piquaient, m'attaquaient, remettaient tout en question, avec en plus souvent t'as des injonctions paradoxales là, les fameuses, c'est un jour dans un sens, un jour dans l'autre, tu te dis c'est marrant parce que hier j'avais pas compris tout à fait ça. Ça aussi c'est des choses que les gens ont du mal à vivre quand ils ont l'impression de perdre la boule parce qu'on leur dit un jour un truc et un jour l'autre. Et je trouve que ce truc où effectivement tu vas les questionner peut être une bonne stratégie derrière. Questionner et reformuler. Là, tu m'as dit s'écrouler comme une merde. Moi, j'ai envie de dire s'écrouler comme une merde. Oui. Juste répéter, en fait. Juste répéter, mais sans avoir un air. Juste, je sais pas comment le faire, parce que je suis pas non plus une actrice, je suis pas dedans, mais répéter, juste voilà, noter, appuyer dessus. Ou alors le truc où en général en atelier les gens me disent alors si je repars avec un truc c'est ça, c'est-à-dire s'écrouler comme une merde, c'est-à-dire quoi. Enfin, franchement, et que ça soit, ça renvoie vers la personne, ça renvoie vers ok, c'est toi qui me dis, parce que s'écrouler comme une merde, ça veut quand même dire des impacts humains. Moi, je me rappelle. Non, mais c'est vrai que c'est le truc de, je pense aussi, reprendre le c'est-à-dire est un très bon tips derrière à reprendre, quoi. Pour renvoyer le projecteur sur l'autre, voilà, vous posez des questions, ça renvoie à la personne qui va devoir expliciter sa pensée. Et si ça se trouve, sa pensée, elle était pas aussi horrible qu'est-ce qu'elle en avait l'air. Souvent aussi d'ailleurs des phrases, ça peut être des phrases provoques. Exactement. À bout. Mais c'est bien de ne pas repartir avec. Tu as des exemples de cas où tu as pu avoir des situations je la passe tout le temps en atelier. C'est, il faudra aller voir la vraie baille Emmanuel Piquet dans l'épisode, mais en gros, elle parle d'une situation de harcèlement au travail où effectivement Merci Bernard, je suis allée le voir. Merci, c'est ça. Merci Henri, c'était merci Henri, ouais. Merci Henri, j'ai arrosé tout le monde cette semaine parce que c'était vraiment un énorme bonheur, mais je vais te laisser le raconter.
Ah oui, non, ouais, non, mais J'avais je pense envie qu'il d'y faut être. l'entendre de la voix Ouais. d'Emmanuel Piquet, hein, mais voilà, je pourrais pas faire aussi bien qu'elle, donc faut vraiment aller l'écouter. Mais du coup, ça, c'est un exemple vers lequel je Mmh. vous renvoie. Alors du coup, Oui, où je mettrai le lien, le mais ouais, lien, voilà, parce que ça sera forcément ouais. mieux. Après, j'ai pas forcément, du coup, le suivi avec le happy ending où effectivement, dans ce cas, Emmanuel Piquet dit qu'en gros, elle en pouvait plus, la patiente, elle voulait quitter la boîte et Emmanuel Piquet lui a recommandé de faire ça pour sortir la tête haute et qu'au final, la personne a arrêté, la patiente s'est sentie mieux et elle est restée. Donc il y a le happy ending de Maboul sur ça. Donc moi, je sais pas si je serais autant sur du happy ending de Maboul, mais moi, je serais sur en tout cas, moi, pour l'instant, mon happy ending à moi, c'est les gens en atelier. Alors, notamment, j'ai fait un atelier hier et j'ai demandé est-ce que je pourrais citer cette citation. J'ai demandé à la fin avec quoi vous repartez. Et alors, je cite quelqu'un quelqu'un à la fin de l'atelier m'a dit maintenant, j'ai envie d'être harcelé. Super. J'adore. Et donc, ça m'a fait trop rire quand elle a dit ça parce que c'était quand même super énorme comme phrase quand personne ne dit ça. Et moi, ce que j'adore en atelier, c'est quand les gens, ils ont la petite étoile dans les yeux, tu vois, et qui me disent, notamment quand on a traité leur situation et que, alors généralement, moi, je propose 8 stratégies de répartie et puis, en fait, le collectif a une créativité de dingue, de trucs, enfin, et puis en plus, ben, c'est crescendo, c'est intelligence collective. Quelqu'un dit une bonne connerie qu'on n'oserait pas dire dans la vraie vie, puis quelqu'un pense à une autre connerie, puis après, finalement, on pense à une connerie qui passe, quoi. Et donc, très souvent, il y a des femmes qui ont osé partager leur situation au groupe et sur lequel on a travaillé voilà, en bienveillance collectivement et en disant beaucoup de conneries. Et donc, dans tout ça, elle grappille quelque chose qui lui convient. Et puis c'est toujours assez personnel parce que chacun n'a pas le même truc. On se dit, beaucoup de gens parfois j'ai des trucs qui me disent ah ben ça c'est pas moi. Ok, bah cherchons un truc qui est toi et on explore. Et les personnes souvent disent en atelier quand on a traité leur situation ah bah celle-là je l'aime bien et maintenant j'ai presque hâte qu'ils me le redisent pour que je puisse lui dire ça. Et du coup ça met aussi ça met une dynamique différente. Et donc là par exemple dans les trucs où je sais pas si les gens le l'auront redit mais dans les choses que j'ai en tête euh, il y avait une situation qui était horrible d'une femme qui était harcelée sexuellement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle rentrait dans une usine, dans l'usine où elle travaillait, il y avait quelqu'un à un bout de l'usine qui lui disait un propos sexuel, voilà, une blague sexuelle, un truc qui était à son endroit, tous les jours. Jusqu'au jour où la personne lui a dit, en disant son prénom, en criant dans l'usine, en disant est-ce que t'es vaginal ou est-ce que t'es anal. Et donc ça l'a mis mal, hein, quoi, parce que là, elle avait la honte, enfin, elle avait la grosse honte. Donc, elle est allée voir la DRH qui lui a dit tiens-toi bien, tu es assise, je vois manifestement, qui lui a dit oh, bah, c'est Roger, on le changera pas, Roger. Il est à 1 an de la retraite, on le changera pas. Donc elle, c'était bien, c'est qu'elle avait un contrat d'1 an, donc c'est chouette. C'est-à-dire que ça veut dire en fait, tu n'amélioreras jamais ma vie et je vais continuer à être dans du harcèlement sexuel et puis on s'en fout, quoi. Donc tout ceci est assez illégal puisque l'employeur a une obligation de santé sécurité au travail, voilà, voilà, tout ça, tous ces trucs-là, mais bon, tout le monde n'est pas super au courant. Et donc on a réfléchi avec le groupe à ce qu'on pourrait dire et donc ce qu'elle a retenu. Enfin, elle a refait sa petite sauce par rapport à tout ce qu'on avait proposé. Et donc, elle a retenu quelque chose qui est dans l'approche systémique, on va en général à 180 degrés. Et donc, aujourd'hui, ce qu'elle faisait, c'était en mode j'évite tout sauf que Ouais. Roger me dise la blague aujourd'hui. J'espère qu'il va pas me voir parce qu'il va me dire la blague. Machin, machin. J'essaie d'éviter au maximum. Donc, elle était là-dedans. Et du coup, on allait dans le sens inverse, donc plutôt dans la prescription de symptômes, qui est de demander à Roger qu'est-ce qu'il allait lui dire aujourd'hui. Ouais. Et donc, elle a dit ce qu'elle se sentait de faire, c'était d'aller le voir et lui dire j'ai hâte de Alors, savoir ce que tu vas me dire aujourd'hui. Et si jamais il disait une saleté, parce que là c'est différent d'avoir une sorte de chose spontanée, de dire une saleté de manière spontanée, là c'est sur commande. C'est un peu comme la blague sur les blondes, c'est un peu moins drôle sur commande. Et du coup, et si jamais il lui disait une espèce de saleté, elle voulait lui dire ah, c'était pas aussi bien que celle d'hier, je suis un peu déçue. Et donc d'être dans une situation où tu reprends le contrôle finalement, t'es ouais, plus en puis il train va de se lâcher, subir. c'est pas drôle, ouais.
Je sais pas s'il va se Oui, lasser, ouais, on l'espère. Dans la prescription de symptômes, donc dans ce mouvement qu'on appelle la prescription de symptômes, donc en fait où tu demandes à la personne de faire la chose qui fait déjà qui te fait chier, il y a, alors moi je l'utilise souvent en formation, et en effet, comme tu dis, les personnes se lassent. Après, j'ai pas une garantie, enfin moi je fournis pas de garantie à 100% que je connais Roger et que ça va marcher avec lui. Ça dépend de plein de facteurs et on peut pas donner une formule magique comme ça. Mais en formation, ça marche souvent, et donc j'ai eu des cas où il y avait des gens qui me reprenaient, qui me coupaient. Enfin, j'ai souvent le cas de gens qui pensent savoir mieux que moi, puis peut-être que oui, je sais pas, mais en tout cas c'est moi qui en ai payé pour faire la formation, et donc qui m'interrompent pour me dire gna gna, c'est pas vrai, je sais pas quoi et tout. Parfois c'est intéressant ce qu'ils disent, parfois pas. Et donc moi ce que j'ai pu faire la fois où avec quelqu'un qui m'interrompait vraiment pour me dire des trucs qui n'avaient vraiment aucun intérêt, je, je me suis empressée de le remercier, bien entendu, pour sa contribution, et de lui dire, bah écoute, puisque tu as l'air de bien connaître le truc, est-ce que tu pourrais faire une liste de toutes les choses que je dis qui ne sont pas correctes, et surtout m'interrompre à chaque fois. L'intention de ça, c'est que je sais pas je sais pas s'il va se lasser, je sais pas ce qui va se passer après. En l'occurrence, il s'est lassé, mais je sais pas ce qui va se passer. Donc soit effectivement, il se lasse et surtout il résiste, parce qu'en tant qu'être humain, on aime bien résister aux ordres. Donc il résiste à mon ordre qui est qu'il fasse ce truc-là, parce que c'est beaucoup moins drôle. Avant c'était spontané, avant ça me faisait chier, maintenant juste c'est moi qui lui demande. Donc c'est notre donc soit il résiste et c'est génial parce qu'il arrête de me faire chier, soit il résiste pas et il va me dire encore hop 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 Michel, là ça c'est pas bon, machin machin, et là je vais pouvoir lui faire merci. C'est exactement ça que j'attendais, c'est ça exactement. Et Remonter du là coup, parce que ça me permet de bah ouais, retenir. voilà, c'est cool, tu fais trop bien ton job, continue, s'il te plaît, de tout bien noter, et ouais, voilà, on se retrouve très bientôt pour la prochaine interruption. Et donc moi une fois où ça a superbement fonctionné, quelqu'un qui était assez gratiné, qui m'avait fait comprendre qu'il voulait pas être là et tout, il a fini par cesser, et à la fin de la journée, alors qu'au début il m'avait dit qu'il voulait pas être là, qu'il machin ça servait à rien cette journée, et puis que ce que je disais c'était faux, machin machin, à la fin de la journée il est venu me voir, il m'a dit c'était une très très bonne journée et ça tient à votre qualité d'animatrice. Donc parfois les gens me disent ah gna gna, ça va être cynique, ah mais tu passes pour la méchante, mais pas du tout, le gars il me bouffe dans la main à la fin de la journée quoi. Donc non, faites-le. Moi, je trouve que, alors, c'est ce que dit donc Emmanuel Piquet dans l'exemple qu'elle donne. C'est la raison pour laquelle aussi je t'avais contacté, et c'est vraiment le message aussi derrière important. C'est le côté de pas se poser en victime. Enfin, pas se poser, c'est pas juste se poser. C'est de pas le vivre en victime, et c'est que même si tu dois quitter la boîte, parce que derrière, si t'as un Roger là qui se barre pas dans un an, et que il continue, et que c'est ton boss et que tu peux rien faire et qu'il est couvert et tout, il y a un moment, il va falloir partir quoi. Mais même si c'est ça, tu repars quand même la tête haute, et tu repars pas dans une autre boîte en te disant, il va se repasser la même chose. Ce qu'on s'est dit au départ, là, tous des cons, des cons, il y en aura partout. Donc oui et non, mais en tout cas, tu sais comment déjouer le truc, tu sais comment arrêter, etc. Et je trouve que si c'est toi qui es en prescription de symptômes, donc, en fait, tu joues, quoi, et t'as quand même la main, donc tu le vis pas avec, c'est quand même chiant, hein, le mec qui va te dire, si t'arrives, aujourd'hui, t'as mis une culotte, enfin, j'en sais rien, Exactement. Voilà. Mais effectivement, si tu lui dis, ah, ouais, alors celle-là, ou je te mets une note, ou je sais pas, si tu commences à en jouer. Après, ce qui marche aussi très bien, c'est que là, dans cette situation, tu as un public. C'est-à-dire que Roger, ou enfin, je sais pas comment il s'appelle, il criait dans l'usine, et c'est qui lui mettait vraiment la honte, parce qu'en fait, elle avait essayé de l'éviter, et lui criait encore plus fort. Donc, il y a encore plus de gens qui entendent ces atrocités et qui voient bien qu'elle, elle le vit mal, et qui font rien, bien sûr, qui font rien, bien sûr, pour l'aider, on y revient, bien entendu. Ouais. Et donc, tu as un public, et avec le public, dans ces situations, tu as aussi la possibilité, hein, ce n'est pas garanti, mais ça arrive quand même souvent, que les gens n'arrivent pas à réfréner un pouffement de rire si jamais ils entendent que la personne en question va réagir et dire ah bah tiens, oh Roger, oh non, elle était mieux celle d'hier, Ouais. et que les gens vont dire oh, surprise, et qui rigolent, et du coup là Roger, ce qu'on veut que vive cette personne, c'est un sentiment de malaise pour lui couper le plaisir qu'il a. Donc si en fait aujourd'hui il avait fait l'expérience de manière répétée tous les jours avec elle, et puis peut-être avec d'autres femmes avant, que c'était ok, il n'y a pas de feedback négatif finalement de quelqu'un qui va rester ok, et finalement l'environnement l'autorisait, c'était plaisant,
de le faire, ça lui apporte un certain plaisir à chaque fois. Donc ça me valide dans le fait que j'ai envie de le refaire. C'est OK, c'est plaisant, j'ai pas de sanction, ça a toujours été OK. Et du coup, si tout d'un coup, je dis, ma blague sexuelle, machin, en me pensant trop drôle et que je vois que la nana, elle réagit, qu'elle réagit d'une manière qui fait pouffer de rire tout le monde, je fais une autre expérience. Mais surtout là, si on reprend les différentes réactions qu'on a pu se dire depuis le début, bon là c'est sûr que si tu lui dis ce que je ressens quand tu me demandes si je suis vaginale ou anale, ça va très bien marcher. Ce n'est pas du plaisir. J'aime pas trop. Tu prends non plus le côté où tu peux être dans le questionnement quand tu me demandes si, tu vois, vaginale ou Bah, anale. tu peux dire c'est-à-dire, hein. Ouais, tu peux C'est-à-dire. dire c'est-à-dire, ça peut marcher, mais Ça marche souvent quand même. Bah, après, crier c'est-à-dire, je sais pas, mais si t'es vraiment mal à l'aise, mais ça dépend de ouais. ton aplomb. Tu vois, quand t'es vraiment mal à l'aise, peut-être que si tu dis, tu veux quel niveau de détail? Ah oui, bah là c'est quand tu vas effectivement. Et C'est c'est alors pas- c'est vrai que quand on avait parlé avec le groupe, il y avait le groupe qui disait dis donc tu connais pas très bien l'anatomie féminine Oui. déjà, parce qu'il y avait aussi le côté de revenir Ouais. sur le côté Ouais, qu'on aime bien, ouais. sur lequel on aime bien jouer, le côté impuissance et méconnaissance Oui. masculine de l'anatomie. Donc là ça peut foutre aussi un peu la teron à Et Roger. c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a plusieurs techniques, quoi. J'avais quelqu'un hier qui me partageait un exemple perso de quelqu'un qui lui donne tout le temps des leçons sur comment qu'elle nourrit pas bien ses enfants, que machin, etc. Que quand elle fait à manger, ah moi je fais pas comme ça. Moi, C'est maman, passionnant, raconte-moi. et, et je trouve que en fait tu pouvais aller dans le c'est-à-dire, mais mais je trouve que le côté, alors moi j'ai toujours un petit côté plutôt aussi qui peut aller un peu sur de la provocation, etc. sur les gens où tu sens que derrière il n'y a pas un bon fond, quoi. Mais je trouve que ça peut être intéressant ce côté de prescription de symptômes aussi, où tu peux arriver sur le côté. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu fais mieux que moi. Ou, Ah oui, oui, ah oui. Alors là, du coup, je sais pas quand l'épisode va paraître, mais moi, c'est quelque chose que je propose pour les fêtes de Noël, hein, parce que pour les ouais. fêtes de Ah, Noël, ouais. Ah pour les oui, fêtes très de bon Noël, terme. Très bon. pour les fêtes de Comment ça Noël, Dis-moi. j'ai l'impression que c'est assez universel. Après, il y a quelques familles où ça se passe pas, mais c'est assez universel qu'il y a des personnes qui appréhendent les fêtes de Noël parce que on va leur dire, t'es encore célibataire, point d'interrogation, toujours pas d'enfant, t'es toujours au chômage, et je sais pas quel autre problème, toujours aussi grosse, enfin, t'as toujours pas réussi à perdre du poids, enfin, J'aimerais que bien sais-je pour encore. tous les gens qui ont des métiers comme Oui, voilà, ou voilà, ou aussi, ça marche toujours pas ton job. Toujours aussi triste dans ton job. Enfin bref, ou ta petite boîte, ça roulotte. Et bref, donc quel que soit notre sujet, on a tout et tous un sujet qu'on appréhende. Et c'est vrai que bah, justement récemment par rapport à ça, bah, j'avais vu, j'ai vu hier une vidéo d'un entrepreneur. Moi, je suis assez ciblée par les gens qui veulent te coacher en business, et un entrepreneur qui témoignait d'un coaching business et qui disait bah, je suis parti de zéro en gros, et maintenant il fait de la moula en masse quoi. Donc ça a vachement bien fonctionné pour lui. Et il dit maintenant au repas de famille, je peux enfin dire que j'ai réussi. Et ce que je disais aux gens en atelier hier, c'est que moi, au repas de famille, je peux enfin répondre, même si j'ai pas réussi. J'ai même pas besoin d'avoir réussi, c'est trop bien. Et donc, du coup, alors, évidemment, il y a plein de manières de répondre au repas de famille, mais moi, le côté, enfin, prescription de symptômes ou alors par choc, ça serait de débuter le repas en disant, alors, j'ai pas de verre, mais alors, j'ai une annonce. J'ai une annonce à faire. J'ai une annonce à faire. Alors, je n'ai pas perdu de poids. Je suis toujours célibataire. D'ailleurs, je suis désespérée par rapport à ça. Hein, si vous avez des plans, je suis toujours au chômage. Et puis voilà. Enfin, que sais-je encore. Et maintenant, on parle de quoi? Voilà. Et d'avoir posé le sujet. Enfin, plutôt que. Enfin, en gros, c'est la logique d'afficher plutôt que cacher, plutôt que de se dire oh putain, je sais qu'à un moment donné dans la soirée, je vais être tendue parce que je sais qu'à un moment donné, il y a un de mes oncles et tantes, je sais pas, qui va me demander comment ça se passe ma petite boîte, ou qui va se demander t'as toujours pas de mec ou je sais pas quoi. Je sais que ça va arriver, je suis tendue parce que je sais pas quand ça va m'arriver, et puis je sais pas, je vais bégayer à ce moment-là, je vais être mal, et puis et ben enlevons tout de suite le pu, enlevons tout de suite le pu et célébrons ce fait-là en disant ok, je suis sûre que ça vous passionne, on va tout de suite mettre les points sur le i sur les sujets importants, et puis après peut-être qu'on passera à autre chose quoi.
quand je le partageais moi hier sur ça, qui était donc sur la blague de dire, mais tu peux lui dire, est-ce que tu peux, ou évidemment que là on est aussi un peu quoi, mais j'aurais tellement envie que tu m'apprennes comment faire dans la vie pour être aussi parfaite que toi. On le Ah sent un oui, petit peu qu'on est un petit peu, oui, oui, bien sûr. on est Moi, pas c'est dans une tout, approche mais que j'aime bien aussi, ça, celle du compliment finalement, ouais, de quand quelqu'un essaie de te dévaloriser, de dire ah, ce serait ouais, tellement génial d'être aussi bien que toi, quoi. Ouais, j'y c'est vrai. arrive pas, ça fait des Mais années que, ouais. ouais, Mais en mais même temps, ça m'apporte tellement d'échanger avec toi parce que ouais. j'apprends tellement. Enfin, franchement, tu m'inspires, hein, tu m'inspires. C'est tellement beau. Alors, bon, C'est tellement beau. le problème, c'est que j'ai toujours ce fond où ça se voit un peu, Mais non, ouais, mais tu peux aller, mais effectivement, si tu commences le repas de Noël en disant, bon les gars, ma petite boîte, mon fils a une expression pour moi comme ça quand il sent que ça me tendait un peu, qu'on me demande, ça va ton petit truc? Il appelait ça mon hobby pécunier. Pour dire, tu vas aimer quand on va te demander comment va ton hobby pécunier. Je dis oui, tout à fait. Ok. c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose où tu as envie de passer ce message pour clôturer, pour que les gens passent de bonnes fêtes et qu'ils ne s'entretuent pas? Effectivement, je n'ai pas non plus la date, donc normalement avant Noël, ils auront ça pour être prêts, ou pour en entreprise, si jamais il y a un repas de Noël aussi, ne pas tuer son collègue pendant le repas de Noël. Oui, ne tuez pas vos collègues ni votre famille, s'il vous plaît. Ah bon? Vous faites-le discrètement. Vous faites vachement organisé, donc vaut mieux pas le faire. Et donc, alors quel serait mon conseil? Alors déjà, en fait, s'il y a des questions que vous appréhendez, par exemple, encore célibataire, ton petit train, préparez-les en fait. Si vous dites tout sauf qui me dit ça, qui me fasse ça. Vous pouvez y réfléchir en amont. Vous avez sûrement aussi des amis sympathiques avec lesquels vous pouvez vous dire tiens, je pourrais dire ci, je pourrais dire ça. Enfin, c'est un peu l'idée du bootcamp, c'est qu'on s'entraîne sur des situations et puis ensuite ça sort plus facilement. Donc s'entraîner et se dire bah tiens, est-ce que je pourrais qu'est-ce que je pourrais dire qui me ferait marrer en fait à répondre à ça. Et du coup moi maintenant ça me fait rire, hein. Et puis aussi c'est un côté pour moi, enfin plus ça va, plus je pratique avec les ateliers, les formations. Enfin, en fait ça me forme à chaque fois dès que je forme des gens. Oui, t'as envie de te faire harceler comme ta client. Non, j'ai pas du tout envie de me faire harceler comme non, pas du tout. Mais en fait, j'ai moins peur, tu vois. J'ai moins peur en prise de parole en public. Il y a des gens qui me sortent un truc, qui remettent en question mes compétences, mes machins, mes contenus. Je leur réponds, ah super intéressant, explique-moi. Et je leur réponds pas, putain merde, ou c'est exagéré, ou c'est pas juste, ou je me justifie. Et donc, les personnes qui appréhendent les fêtes de Noël, je vous invite à préparer les situations. Pourquoi pas, si vous êtes prêt à dire vraiment mettre sur le tapis direct en disant ok, ouais, je suis sûre que ça t'intéresse. Ouais, ça s'est terminé avec Jérôme et maintenant je suis célibataire et voilà, au moins on a on a plié le sujet. Et sinon, qu'est-ce qu'on mange? Et passer à un autre truc. Et pourquoi pas guider un peu plus les choses. C'est-à-dire que si on se dit en fait je préférerais parler de musique classique, tenter la chance et proposez-le plutôt que de parler de ces choses-là. On peut aussi s'autoriser à se dire et je pense que les gens autour de la table, nos proches, ils n'ont pas forcément envie de nous faire du mal. Donc, on peut aussi dire, on peut aussi répondre, écoute, j'ai pas trop envie de parler de ça. On peut répondre, c'est ok. Enfin, je veux dire, c'est qu'ils vous aiment pas trop, s'ils disent, ah si, si. Enfin, non, on ne devrait pas répondre, ah si, bah non. Ou alors juste répondre oui, c'est-à-dire toujours célibataire, oui. Et pas essayer de se justifier, de dire et ceci et cela et raconter tous ses malheurs. Et c'est, voilà, et fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Ils ne veulent pas forcément du mal. Après, il y a des endroits dans le monde où ils ne veulent du mal, mais ils ne veulent pas forcément du mal. Et sur la partie pro, et le but aussi là, c'est de se dire, je pense que le message qui peut être commun à toutes les deux, hein, dans notre manière d'appréhender ce qu'on veut transmettre, c'est de pouvoir reprendre la main sur les choses. Se dire, il est possible d'être acteur, actrice des choses. Yes. Si c'est sur la vie professionnelle, donc dans le relationnel, si vous avez envie de reprendre la main et de pas vous dire que vous appréhendez les prochaines fois où Michel, Brigitte, on est que sur des prénoms. Arrête de dire Michel, s'il te plaît. Ouais.
Non, Je je dis rigole. Michel parce que je sais J'ai pas un pourquoi comité des je dis la Michel voix, qui n'est pas content. oui, c'est ton quota Michel, mais c'est vrai qu'on dit moins souvent Anaïk dans les trucs, tu vois. Moi, j'aime pas mon prénom, mais T'en as de la chance. au moins, il arrive pas dans les exemples. Donc, que Roger ou Jacqueline soient pas cool, quoi. Donc, si vous avez ce truc-là et que vous avez envie de vous réarmer, de pas être avoir l'impression d'être victime de tout ça, et en le faisant dans la joie, la bonne humeur et plutôt de se trouver des pistes qui vont vous faire rigoler. Vous aurez en descriptif de ce podcast le muscle t'a réparti de Michel la sympa. Et donc Michel qui ne fait pas des petites phrases désagréables. Et l'objectif est vraiment de se dire pour les autres, mais pas pour vous. L'objectif est vraiment de se dire qu'on peut reprendre la main, être acteur, actrice et pas subir une vie perso, mais une vie pro. On peut aussi dire, je ne vais pas me laisser faire sans passer pour l'hystérique, la folle, qui va tout de suite s'énerver, qui est pas bien, qui est encore une femme qui prend rien, qui a pas d'humour, etc. Donc merci pour ces exemples, cette transmission et cet échange. J'espère que ça donnera à tout le monde une vision plus optimiste de tout ça, même si on a vu qu'il y a des cas qui sont parfois un peu sidérants, effectivement, quand même. Merci beaucoup à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Maintenant je vais. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Pourquoi pas un peu de courage pour passer à l'action, pour ce fameux premier petit pas. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec des petites étoiles, un commentaire, en le partageant à quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Maintenant, c'est à vous. Et si on se dit maintenant je vais, vous allez faire quoi après avoir écouté ce podcast et cet épisode précisément? Peut-être que dans celui-ci, je vous ai donné un exercice où vous avez eu une idée tout de suite et que c'est tout facile. Si ça ne vous vient pas, je vous propose une idée toute simple de télécharger le test offert évidemment « Est-ce que je dois changer de job ?» ou le guide « Trouver le bon projet ». Il y a aussi plein de ressources et d'articles sur le blog, mais ces 2 tests sont un très bon premier pas. Donc si vous n'avez pas d'idée précise en sortant de ce podcast de quelle pourrait être votre première action, et pour ne pas rester en mode j'écoute des tas de podcasts mais je ne fais rien de précis, ces 2 guides sont une bonne première action à lancer. Alors à vous de jouer et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.